à Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans votre magazine à Paris numéro 77 pour l'hiver 2021-2022. À la une, réduisons, réutilisons, recyclons. 700 canettes en aluminium permettent de fabriquer un cadre de vélo. Au sommaire de ce numéro 77 de votre magazine à Paris pour l'hiver 2021-2022. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Paris Express, Paris scintille pendant les fêtes, des rues salées en cas de neige ou de verglas, les vacances arc-en-ciel, une aubaine pour les petits Parisiens. Jeux Olympiques 2024, joue-la comme Paris. Focus, une assemblée citoyenne pour faire entendre votre voix. 3 policiers municipaux nous racontent leur mission. Grand angle, réduisons, réutilisons, recyclons, ces lieux qui offrent une seconde vie à vos objets. 4 très bonnes raisons d'acheter en vrac. Les jeunes changent la donne à l'Académie du climat. Démêler le vrai du faux sur le compost. Des commerçants prêts à vous ouvrir leur robinet. Découverte, au Philanthrolab, on cultive le don et la bienveillance. QJ, le nouveau QG des jeunes à Paris. Les égouts de Paris, de l'ombre à la lumière. Mousse à Mokrane, de Zebda à FGO Barbara. Tribune, les bons plans à Paris. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris, gaspiller moins pour vivre mieux. Sans une bonne gestion des déchets, notre environnement comme notre santé sont menacés. C'est pourquoi Paris est pleinement engagé pour réduire les déchets, mieux gérer ces derniers et faire de la lutte contre le gaspillage l'une de ses priorités. L'ouverture et le succès grandissant des ressourceries, des recycleries et des lieux de réemploi de la ville témoignent déjà de l'intérêt grandissant des Parisiennes et des Parisiens à consommer de manière responsable et à moins gaspiller. 4000 volontaires ont par ailleurs d'ores et déjà accepté de tester des lombricomposteurs pour composter leurs déchets. Consommer mieux pour gaspiller moins, cela s'apprend. L'Académie du climat, qui a ouvert ses portes en septembre, fait désormais partie de ces lieux où l'on peut se former à l'éco-citoyenneté dès le plus jeune âge, grâce notamment aux ateliers pratiques en matière d'alimentation durable, de recyclage et de lutte contre le gaspillage. Paris répond à l'urgence climatique et environnementale grâce à de nombreuses actions contre le gaspillage et pour la réduction des déchets que ce numéro d'À Paris recense, afin de sensibiliser toujours plus les acteurs comme les habitants au changement de nos modes de vie. Ça, c'est Paris. Du 18 septembre au 3 octobre, les Parisiens ont pu admirer Wrapped, l'œuvre posthume des artistes contemporains Christo, 1935-2020, et Jeanne-Claude, 1935-2009. Pendant 3 semaines, l'Arc de Triomphe a été empaqueté dans 25 000 mètres carrés de tissu recyclable en polypropylène, argent bleuté, et avec 3 000 mètres de cordes recyclables en polypropylène rouge. Paris Express, Paris scintille pendant les fêtes. Pour Noël, Paris scintille illumine la ville. Sur le parvis de l'hôtel de ville, une forêt enchantée peuplée d'animaux de bois, une montagne enneigée, des activités de luge et d'escalade pour les plus courageux donne-nos-ton. Place de la Bastille, le village de Noël organise une initiation au curling et propose des tours de carrousel. Roi des fêtes, le Père Noël est présent les mercredis et les week-ends sur les 2 lieux. Pour le 31, rendez-vous sur les Champs-Élysées. 80 œuvres exposées dans tout Paris par le Fonds d'art contemporain Paris Collection. Du 4 octobre au 15 décembre, l'événement Rencontre inattendue a permis aux Parisiens de découvrir peinture, sculpture, photographie et autres installations dans les bibliothèques, cours d'école, établissements sportifs et mairies d'arrondissement. Denis Mukwege honoré, citoyen d'honneur de la ville de Paris depuis 2020. Le gynécologue congolais Denis Mukwege a été accueilli à la mi-octobre par le Conseil de Paris. Il y a tenu un discours pour la paix au Congo, miné par 25 ans de guerre civile, et pour la dignité de la femme congolaise. Surnommé l'homme qui répare les femmes, ce militant des droits humains a été récompensé en 2018 du prix Nobel de la paix pour son travail auprès des femmes de son pays victimes de violences sexuelles. Demain, une ville 100% cyclable et le vélo poursuit son ascension. 180 km de nouvelles pistes cyclables vont être aménagées dans le cadre du plan vélo parisien 2021-2026. Elles s'ajouteront aux 1094 km de voies déjà existantes. Plus de 100 000 places de stationnement sécurisées vont également voir le jour, dont 40 000 à proximité des gares et 30 000 arceaux supplémentaires vont être installés. Le plan vélo en détail est à retrouver sur paris.fr/plan vélo. L'arbre sans racines à Paris, avec le plan arbre 2021-2026, 170 000 arbres vont être plantés, soit 30 hectares de tilleuls, platanes et autres marronniers.
Ces nouvelles plantations vont nécessiter la désimperméabilisation de 100 hectares pour rendre les sols plus fertiles. Des forêts urbaines vont aussi être créées. Ces poumons verts de différentes formes et tailles constitueront des puits de carbone pour lutter contre la pollution, des îlots de fraîcheur en période de canicule et un refuge pour la biodiversité. Pour découvrir l'arbre à Paris, rendez-vous sur paris.fr/arbre au pluriel. 62 nouveaux projets ont été sélectionnés par les Parisiennes et les Parisiens qui ont voté au budget participatif 2021 sur les 217 proposés. L'enveloppe consacrée aux lauréats s'élève à près de 75 millions d'euros. Les futures réalisations concernent notamment l'environnement, le cadre de vie, la culture, la propreté, le sport, la solidarité, l'éducation et le transport. Le détail des projets est à retrouver sur budgetparticipatif.paris.fr. Des rues salées en cas de neige ou de verglas, les frimas de l'hiver transforment vos rues en patinoires. Pas d'inquiétude, les agents municipaux salent préventivement les 600 km d'axes prioritaires de la capitale en cas de chute de neige ou de verglas annoncé. Ce salage concerne aussi 17 147 passages piétons, 324 escaliers, 703 accès aux bouches de métro, 1933 abribus, 196 ponts, 36 km et demi de pistes cyclables et les emplacements où se tiennent des marchés alimentaires. Le saviez-vous? Les riverains ont quant à eux l'obligation de déblayer devant leur logement et doivent procéder à un salage préventif. Inscrivez-vous sur les listes électorales. L'élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril et les élections législatives les 12 et 19 juin. Attention, si l'inscription sur les listes électorales parisiennes 2022 est automatique pour les jeunes de 18 ans, à condition d'avoir fait le recensement citoyen, obligatoire dès 16 ans, ce n'est pas le cas pour les personnes ayant changé de domicile en cours d'année qui doivent faire une démarche volontaire. Les inscriptions peuvent se faire par Internet auprès de sa mairie d'arrondissement ou par courrier au plus tard le 4 mars pour pouvoir voter à la présidentielle et au plus tard le 6 mai pour les législatives. Plus d'infos sur paris.fr/élections. Devenez bouquiniste. Un appel à candidature pour attribuer les emplacements de bouquinistes devenus vacants est ouvert jusqu'au 18 février 2022. La motivation pour exercer ce métier atypique, la qualité et la viabilité économique du projet seront particulièrement étudiées. Le dossier de candidature devra être adressé par mail à DAE-6 bouquiniste au pluriel @paris.fr ou à la direction de l'attractivité et de l'emploi au BEE Bouquiniste, 8 rue de Cîteaux, dans le 12e arrondissement. La nuit de la solidarité s'étend à la métropole. La nuit de la solidarité sera organisée le jeudi 20 janvier dans tout Paris et dans plusieurs autres villes de la métropole qui se joignent cette année à l'opération. Celle-ci consiste à décompter de nuit les personnes sans abri pour mieux connaître leurs besoins et mieux lutter contre la grande exclusion. Cette édition se déroulera conjointement avec le recensement des personnes sans domicile de l'INSEE qui a lieu tous les 5 ans. Besoin de refaire votre titre d'identité? Pour l'ensemble des demandes de titre d'identité, prenez rendez-vous directement en ligne. Il peut se faire dans un arrondissement différent de votre lieu de résidence. De nouvelles plages horaires disponibles sont mises à jour tous les lundis matins, ainsi que chaque jour en fin de matinée pour le lendemain et chaque vendredi après-midi pour la semaine suivante. Vous pouvez prendre rendez-vous sur paris.fr/carte d'identité tout attaché -du6 passeport. Quelques mots du général Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous achevons la phase de restauration. Ça veut dire que la cathédrale Notre-Dame est solide sur ses piliers, ses murs sont solides, tout tient et donc nous pouvons résolument aller vers le cap 2024. La bibliothèque Robert Sabatier flambant neuve. La bibliothèque du quartier Jules Geoffrin dans le 18e arrondissement a rouvert ses portes après 3 ans de travaux de modernisation. Les 2185 mètres carrés répartis sur 6 étages ont été décloisonnés et l'ascenseur rénové afin de permettre une meilleure circulation des personnes à mobilité réduite. De nouveaux espaces de convivialité ont été créés comme un Fab Lab au rayon BD. Des travaux sur la façade ont augmenté la luminosité du lieu et une isolation thermique limite l'empreinte carbone du bâtiment. Bonne nouvelle, la bibliothèque est désormais ouverte le dimanche.
Les vacances arc-en-ciel, une aubaine pour les petits Parisiens. Les vacances arc-en-ciel ont permis à 3800 Parisiens âgés de 4 à 16 ans de partir à la mer, à la montagne ou à la campagne pendant l'été 2021. Sur des périodes de 5 à 12 jours, ils ont pu pratiquer des activités sportives, sport nautique, mécanique, etc., artistiques, photos, land art et découvrir de nouvelles régions ainsi que le patrimoine culturel de la France. Ces vacances représentent aussi l'occasion de se familiariser avec la vie en collectivité. Pour inscrire vos enfants, il suffit d'effectuer une demande de rendez-vous avant le 30 janvier 2022. Vous serez ensuite contacté par téléphone pour une pré-inscription. Toutes les modalités sur paris.fr/vacances au pluriel, tiré du 6, arc, tiré du 6, en, tiré du 6, ciel, ou par téléphone au 01 42 76 29 72. Un square en hommage à Samuel Paty face à la Sorbonne. Le square de la place Paul Painlevé ou square de la Sorbonne a été rebaptisé Samuel Paty à la suite d'une décision du Conseil de Paris d'octobre dernier. Ce professeur d'histoire-géographie avait été sauvagement assassiné par un terroriste islamiste à Éragny-sur-Oise, dans le 95, en octobre 2020. L'espace vert de 758 mètres carrés situé rue des Écoles, dans le 5e arrondissement, entre la Sorbonne et le musée de Cluny, abrite plusieurs œuvres liées à l'enseignement et à la culture. Il évoque la tolérance et l'école de la République dont l'enseignant se portait garant. 35 actions dans le sport et le social sont lauréates de la deuxième édition de l'appel à projet Impact 2024. Ces associations et collectivités qui portent des projets innovants en utilisant le sport comme outil d'impact social vont recevoir une dotation de 400 000 euros au total. Certaines d'entre elles œuvrent pour limiter les risques grâce à la pratique sportive dans des arrondissements parisiens. 15 nouveaux terrains de basket, 3 contre 3. Le basket à 3 prend de l'envergure dans la capitale. Devenue olympique pour la première fois aux Jeux de Tokyo l'été dernier, la discipline va bénéficier de 15 nouveaux terrains réhabilités ou rénovés et désignés par des artistes dans le cadre de l'héritage des Jeux de Paris 2024. Le terrain du square du Docteur Calmette dans le 15e arrondissement, le terrain d'éducation physique, le TEP Serrurier du stade Ladoumègue, du square Claude Bernard dans le 19e arrondissement et du square Léon à la Goutte d'Or dans le 18e sont désormais ouverts au public. 5 autres terrains seront accessibles d'ici le printemps au Jardin des Halles, dans le square Charles Hermite dans le 18e, au TEP Léo Lagrange dans le 12e et au parc Montsouris dans le 14e arrondissement. Quiz, êtes-vous incollable sur les droits de l'enfant ? Question 1. En quelle année la Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE, a-t-elle été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies ? Réponse A, 1981. Réponse B, 1989. Réponse C, 1995. Réponse D, 2005. La bonne réponse est la réponse B. Question 2. Combien de pays l'ont ratifié ? Réponse A, 196. Réponse B, 198. Réponse C, 150. Réponse D, 166. Et la bonne réponse est la réponse A. Question 3. Quels sont les 4 principes fondamentaux de la CIDE ? Réponse A, l'intérêt supérieur de l'enfant, l'égalité, le droit de se loger et de se nourrir dignement, de se développer et le respect des opinions de l'enfant. Réponse B, l'intérêt supérieur de l'enfant, la non-discrimination, le droit de vivre, survivre et se développer et le respect des opinions de l'enfant. Réponse C, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la planète, le droit de vivre, survivre et se développer et le respect des opinions de l'enfant. Réponse D, la non-discrimination, la participation, le droit de vivre et le respect des opinions de l'enfant. La bonne réponse est la réponse B. Question 4. Lequel de ces droits n'est pas présent dans la Charte parisienne des droits de l'enfant ? Réponse A, le droit à une alimentation équilibrée. Réponse B, le droit d'être associé aux décisions politiques. Réponse C, le droit de pouvoir faire du bénévolat pour aider ceux qui en ont besoin. Réponse D, le droit à la vie. La réponse D est la bonne réponse. Question 5. Combien de jeunes Parisiens ont participé à la création de la Charte parisienne des droits de l'enfant ? Réponse A, 150. Réponse B, 170. Réponse C, 200. Réponse D, 225. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. Lequel de ces droits n'est pas présent dans la Convention internationale des droits de l'enfant ? Réponse A, le droit à la liberté d'expression. Réponse B, le droit à vivre dans un environnement sain. Réponse C, le droit à être protégé contre toute forme de mauvais traitement. Réponse D, le droit au repos
et aux loisirs. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Quel numéro d'urgence accompagne les victimes de cyberharcèlement? Réponse A, 30 18. Réponse B, 30 20. Réponse C, 119. Réponse D, 118. La bonne réponse est la réponse A. Enfin, question numéro 8. À quelle date célébrons-nous tous les ans la Journée internationale des droits de l'enfant? Réponse A, le 26 octobre. Réponse B, le 10 juillet. Réponse C, le 20 novembre. Réponse D, le 8 mars. La bonne réponse est la réponse C. Pour tout savoir sur le plan parisien de lutte contre les violences faites aux enfants, sur paris.fr/plan-du-6 enfants, et découvrez la mission Droits de l'enfant sur paris.fr/droit au pluriel-du-6 enfants. Joue-la comme Paris, Jeux Olympiques 2024. L'Arena Porte de la Chapelle, dans le 18e arrondissement, accueillera plusieurs épreuves olympiques et paralympiques des Jeux de Paris 2024. Son chantier a débuté cet automne. Voici ce qu'il faut en retenir. Joula sportive, l'Arena contribuera au développement du sport de haut niveau et à l'accueil d'événements sportifs d'envergure dans la capitale avec près de 8000 places assises. Le site accueillera les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique des Jeux Olympiques, ainsi que celles de para-badminton et para-haltérophilie des Jeux paralympiques. Le sport de haut niveau sera présent à l'Arena dès son ouverture en 2023 avec des compétitions sportives de niveau national ou international et le club professionnel de Paris Basketball en résidence. La salle accueillera également des concerts, des spectacles et des congrès. L'enceinte sera aussi ouverte aux sports de proximité et aux habitants du quartier avec 2 gymnases intégrés en son sein. L'Arena est une chance pour notre quartier, pour le 18e arrondissement et pour nos voisins de Seine-Saint-Denis, se réjouit Ezzedine Masmoudi, président du club de football Paris Sport Culture. Les Jeux de 2024, on les attend avec impatience. Les jeunes de notre club, les familles, tout le monde en parle déjà. Joula pionnière. Le projet de l'Arena a été retenu pour ses qualités architecturales, paysagères, fonctionnelles et pour ses engagements en matière de performance énergétique. L'ensemble comprend une vaste terrasse végétalisée avec près de 3000 m² d'espace extérieur et jouit d'une vue panoramique. Une couronne à 360 degrés composée d'aluminium recyclable de couleur claire constitue la signature architecturale du projet. L'édifice va bénéficier d'une enveloppe à haute performance énergétique et acoustique. Les matériaux biosourcés seront utilisés avec des charpentes 100% bois pour les 2 gymnases et des planchers mixtes bois-béton. Le recours à d'autres familles de matériaux biosourcés comme le coton recyclé pour l'isolation de la grande salle permettra d'atteindre le niveau 2 de la labellisation. Par ailleurs, 30% des bétons utilisés sont issus de filières bas carbone. D'autres matériaux proviennent du recyclage et de l'économie circulaire. C'est le cas des murs en périphérie du hall d'accueil réalisés en briques de terre crue compressées issues de terre d'excavation du Grand Paris. Une toute nouvelle coopérative Cycleterre, implantée à Sevran, en Seine-Saint-Denis, va produire ces blocs pour la future Arena. On récupère des terres à proximité du chantier, ce qui évite des transports inutiles. La fabrication est peu énergivore car il n'y a aucune cuisson et on n'utilise que de la matière crue naturelle. Enfin, nous produisons des matériaux bas carbone pour lesquels on consomme très peu de CO2. Détaille Elodie Wallers, architecte à Cycleterre. Outre ses qualités environnementales, la terre offre un confort acoustique et hygrothermique, une bonne régulation de l'humidité. L'Arena abritera une usine de production de froid urbain ayant recours localement à la géothermie. Cette installation permettra d'assurer à court terme l'ensemble des besoins du site en froid comme en chaud par la récupération de la chaleur dite fatale de cette installation, soit une contribution en énergie 100% renouvelable et de récupération. Et pour éviter l'effet îlot de chaleur, une continuité végétale structurera le bâtiment avec plus de 6900 m² de toiture végétalisée et 1700 m² de terrasses plantées. 80% des surfaces horizontales de l'équipement sont investies par la nature. Joue-là ensemble, enfin, les 8000 sièges de la future Arena seront réalisés en plastique recyclé. 70 tonnes de déchets plastiques seront nécessaires à la réalisation de ces gradins. Les habitants pourront même apporter leur pierre à ce nouvel édifice grâce à une collecte de 10 millions de bouchons en plastique dans 10 points de collecte du 18e arrondissement. Quelques mots de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Tout le sens de ce projet est de laisser un héritage à la population. On ne construit pas d'équipements spécifiquement pour les Jeux, mais pour la population.
Le calendrier jusqu'à l'été 2022, travaux de structure et gros œuvres. De l'été 2022 au printemps 2023, travaux de charpente et de façade. Du printemps 2022 à l'été 2023, travaux techniques et architecturaux. Été 2023, livraison avec mise en exploitation de la grande salle, des gymnases et du programme de locaux complémentaires. De juillet à septembre 2024 accueille des épreuves de badminton et de gymnastique rythmique des Jeux olympiques et de para-badminton et para-haltérophilie des Jeux paralympiques. Toutes les enquêtes, portraits, reportages sur les Parisiennes et les Parisiens qui font bouger les lignes et les Jeux à Paris seront à retrouver sur joue-du-6, là comme Paris, Paris.fr. Nos reportages, enquêtes et portraits sur les Jeux de Paris 2024 à retrouver sur paris.fr/Jeux 2024 tout attaché. Focus, une assemblée citoyenne pour faire entendre votre voix. Cette instance désignée pour un mandat d'1 an et renouvelable pour 6 mois permet aux Parisiennes et aux Parisiens de participer directement à la construction des politiques municipales. Explication. Comment est née l'assemblée citoyenne ? Au début de 2019, une conférence organisée avec les Parisiens a recueilli plus de 9000 contributions, dont de nombreuses sur la participation citoyenne. Ces travaux ont fait émerger l'idée d'une assemblée citoyenne qui a été adoptée à l'occasion d'une délibération par le Conseil de Paris en septembre 2019. Qui compose cette assemblée ? Elle réunit 100 Parisiennes et Parisiens âgés d'au moins 16 ans. Pour un mandat d'1 an renouvelable à 6 mois, 5000 citoyens majeurs ont été sélectionnés aléatoirement sur les 1 350 000 inscrits sur les listes électorales parisiennes. Un deuxième tirage au sort a été organisé avec les électeurs manifestant un intérêt pour cette nouvelle instance. Quant aux mineurs âgés de 16 à 17 ans, ils ont été tirés au sort parmi les détenteurs de la carte citoyenne. La parité femmes-hommes, la répartition par groupe d'âge et zone géographique ainsi que la diversité des parcours professionnels ont été prises en compte. À quoi sert-elle ? À faire entendre la voix des Parisiennes et des Parisiens. Au sein de cette instance non partisane, les membres effectuent une veille citoyenne pour prendre le pouls de l'opinion publique. Ils évaluent les politiques publiques, émettent des propositions de vœux et de délibération sur les sujets prioritaires définis et soumis au Conseil de Paris. Ils définissent également le thème annuel du budget participatif. En quoi consiste le travail de ces membres ? Chaque membre est mobilisé une demi-journée par mois, le plus souvent à l'Hôtel de Ville. Les premiers rendez-vous visent à former les membres de l'Assemblée citoyenne au fonctionnement de la ville de Paris, à leur rôle et au travail en groupe avant de définir un programme de travail pour l'année à venir. La demi-journée est rémunérée 44 €, la même somme que l'indemnisation pour les jurés d'assises. L'Assemblée citoyenne se réunit au moins 2 fois par an en assemblée plénière. Celle-ci sert à entériner les décisions concernant la mission d'évaluation citoyenne, le sujet des vœux et des délibérations citoyennes, les questions posées aux jurys citoyens, ainsi que le thème du budget participatif. Les décisions adoptées le sont sur la base du consensus. Quels sont ces leviers d'action ? Elle peut formuler une question d'actualité issue de ses travaux de veille posée en Conseil de Paris. L'instance peut soumettre plusieurs vœux au Conseil par la voix de l'adjoint au maire chargé de la participation citoyenne. Ses membres peuvent activer une fois par an une mission d'évaluation sur un thème décidé en assemblée plénière en accord avec l'exécutif et après un échange avec les groupes politiques. Ils peuvent aussi activer un jury composé de 17 citoyens tirés au sort pour approfondir une thématique et soumettre des préconisations sur un sujet prioritaire. Un agent de la ville est chargé du secrétariat et de l'animation de cette instance. La ville de Paris formule une réponse publique à tous les travaux, délibérations citoyennes, questions d'actualité, rapports de jury citoyens et vœux au moment de leur soumission et 1 an après, les groupes politiques peuvent aussi rédiger des réponses. 3 policiers municipaux nous racontent leur mission. Depuis octobre, la police municipale est officiellement déployée dans les rues de Paris, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Parmi les effectifs de la première promotion, nous avons rencontré Sandrine, Christian et Solène qui nous parlent de leur engagement. Sandrine, 50 ans, la communication avant tout. J'ai rejoint la ville de Paris en février 2020 en tant qu'inspectrice de sécurité. Puis j'ai suivi une formation pour intégrer la police municipale. Ce travail demande d'être à l'écoute et perspicace pour analyser rapidement les situations, mais je suis là aussi pour faire respecter les règles du quotidien et verbaliser les incivilités quand nécessaire. Jets de mégots, épanchement d'urine et nuisances sonores, et nos prérogatives évoluent
pour intégrer les contrôles routiers. Nous pouvons aussi être appelés par la SCOP, la salle de commandement opérationnel de Paris, lorsqu'il y a des rixes, par exemple. Le témoignage de Christian, 50 ans, le soulagement de la reconnaissance. Avant de devenir policier municipal, j'étais agent de surveillance de Paris depuis 2003. Mes missions étaient surtout axées sur la verbalisation, contrôle routier, stationnement gênant, enlèvement de véhicules, etc. Mais avec la police municipale, qui est une police de proximité, j'aurai des missions supplémentaires. C'est un grand soulagement et une grande fierté parce qu'on a toujours fait ce travail, mais il nous manquait l'appellation. Sensibiliser, faire de la prévention, être à l'écoute du public, c'est très important. Et le fait d'être disponible pour la population, ça me passionne. Témoignage enfin de Solène, 33 ans, entre humanité, fermeté et diplomatie. J'ai été agent de surveillance de Paris pendant 11 ans. Je suis fière de faire partie de la première promotion de la police municipale, car cela nous apportera plus de légitimité auprès de la population et le panel de mes missions s'élargit. Concrètement, en plus de la verbalisation en cas d'infraction routière, nous assurons la lutte contre les incivilités, nous faisons respecter la propreté, etc. J'aime aussi pouvoir porter assistance aux Parisiens en les aidant en cas de problème et en les renseignant lorsqu'ils le demandent. Ce métier demande d'être humaine, ferme et diplomate à la fois. Grand angle, réduisons, réutilisons, recyclons. En 50 ans, la poubelle des ménages parisiens a doublé de volume. Comme partout en France, il existe des marges de progrès importantes. Près de 70% de son contenu pourrait disparaître grâce à des actions de réduction, de réemploi et de valorisation. Voici quelques bons conseils pour y parvenir. Ces lieux qui offrent une seconde vie à vos objets, ressourceries, recycleries, lieux de réemploi solidaire, des noms différents pour ces structures de l'économie circulaire, mais un objectif commun, consommer mieux et à petit prix pour moins gaspiller. Aujourd'hui, 17 ressourceries ou recycleries sont ouvertes à Paris. Ces lieux de collecte, de réemploi et de revente des objets destinés à être jetés permettent de s'équiper de façon plus économique tout en faisant un geste pour la planète. Avec un succès qui ne se dément pas. En 2020, malgré les confinements, les recycleries parisiennes ont ainsi récupéré plus de 2200 tonnes de déchets destinés à l'incinération ou à l'enfouissement. Les ressourceries sont des généralistes. Elles reçoivent sous forme de dons tout type d'objets dont les particuliers ne veulent plus. Elles réparent si nécessaire, revalorisent, voire customisent les biens et les réintroduisent dans un circuit commercial à moindre coût. Les recycleries sont pour leur part spécialisées dans un domaine, que ce soit le sport, les livres, les textiles ou les jouets. Quant au lieu de réemploi, ils opèrent une collecte plus sélective de matériel, vélos, ordinateurs, électroménagers, etc., susceptibles d'être réparés et reconditionnés pour être revendus, parfois sous garantie. Ils peuvent aussi proposer un service de réparation ou animer des ateliers d'auto-réparation. Ces lieux de seconde vie pour les objets sont aussi souvent des lieux de seconde chance pour des personnes éloignées de l'emploi ou en situation de précarité. Des partenariats avec les acteurs du développement local y sont développés et des emplois durables y sont créés. En 2020, 350 salariés en insertion et 200 salariés permanents y étaient employés. Certains lieux proposent également un coin café dans l'objectif de créer du lien social et la plupart organisent des événements ou des ateliers pour sensibiliser à la préservation de l'environnement, car c'est aussi la raison d'être de ces structures, convertir l'ensemble des usagers à l'éco-citoyenneté. Et retrouvez la carte des lieux ressources sur paris.fr/réemploi. 2200 tonnes de déchets destinés à l'incinération ou à l'enfouissement ont été collectés par les recycleries et les ressourceries parisiennes en 2020. Quelques lieux qui offrent une seconde vie à vos objets. Témoignage d'Antoine Schmitt, salarié de la ressourcerie Le Poulpe dans le 18e arrondissement. Le Poulpe se consacre à la récup, à l'apprentissage et à la solidarité. C'est une alternative à la déchetterie. Les habitants peuvent apporter toutes sortes d'objets dont ils n'ont plus besoin pour leur donner une deuxième vie. Ils sont mis en vente à bas prix ou nous les donnons à des personnes orientées par nos partenaires d'assistance sociale. Nous avons aussi un café associatif pour créer du lien et y apprendre des choses grâce à une programmation mensuelle d'activités. Concerts, cours de bricolage ou ateliers autour du zéro déchet. On veut être un lieu ressource à la disposition des habitants du quartier. Sarah Machin, salariée de la recyclerie sportive dans le 17e.
La recyclerie sportive est une association avec pour objectif de réduire les déchets et de rendre la pratique du sport accessible à tous grâce à des prix solidaires. Nous collectons des invendus d'enseignes de sport et des articles de seconde main auprès d'associations ou directement en boutique par des particuliers. Nous les remettons en état et les vendons à bas prix. Nous proposons des ateliers de co-réparation pour aider à entretenir son vélo ou sa trottinette. Nous animons également des ateliers de sensibilisation autour de la réduction des déchets, du sport et de la mobilité active, par exemple. Témoignage d'Elsa Montségur, cofondatrice de la textilerie dans le 10e. La textilerie est un lieu de vie autour du textile et du vêtement avec une logique de filière courte et responsable. Nous vendons des tissus bio avec une traçabilité dans la chaîne de production, des tissus de récupération et des produits de créateurs éco-responsables. Les habitants peuvent déposer les textiles qu'ils n'utilisent plus. Nous les trions, les valorisons et les revendons à petit prix. Nous proposons des activités payantes ou gratuites comme des cours de couture, de réparation et un coin café qui accueille des événements. Pour 2023, nous construisons avec le collectif Au fil du rail le projet d'un second lieu dans le 19e. Enfin, quelques mots de Nesrine Dany, directrice de Envie de Labo, écolieu solidaire dans le 20e. Envie le Labo est un écolieu où nous proposons du gros électroménager reconditionné pour la cuisine et la salle de bain. Tous les appareils ont été réparés par des salariés en parcours d'insertion dans notre atelier de Trappes, dans les Yvelines. Ils sont vendus 30 à 60% moins cher que du neuf et sous garantie. Nous livrons et installons partout à Paris. Sur place, on peut faire réparer son petit électroménager et participer à notre programmation gratuite autour de la lutte contre le gaspillage. Le lieu se visite sur inscription et est reconnu comme une construction exemplaire en termes de réemploi et d'économie circulaire. 4 très bonnes raisons d'acheter en vrac. Adieu, films et suremballage en plastique, boîtes et autres barquettes en aluminium. Plus écologique et économique, le vrac suscite l'emballement des consommateurs. Voici pourquoi vous devriez vous y mettre aussi. Le vrac diminue les emballages. Avec le vrac, les denrées sont transportées dans des sacs réutilisables puis transvasées dans des bocaux ou des boîtes. De quoi alléger les poubelles puisqu'un habitant jette en moyenne 50 kg d'emballage chaque année, d'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Pire, d'après WWF, seuls 22% des déchets plastiques très utilisés dans les emballages et surtout particulièrement polluants sont recyclés en France. Il limite le gaspillage alimentaire. Le vrac permet d'acheter la quantité la plus juste. En achetant pile ce dont on a besoin, le risque de jeter le surplus diminue. Chaque année, près de 29 kg de déchets alimentaires, dont 7 kg encore emballés, sont retrouvés dans les ordures ménagères de chaque Français. Inutile d'acheter en gros, le vrac permet de couvrir les besoins d'une semaine ou de plusieurs jours, pratique pour délester son sac de courses et limiter les provisions à stocker. Il allège votre facture entre un produit emballé et sa version en vrac. Le coût de revient n'est pas le même. Les articles sans emballage requièrent moins de main-d'œuvre et de matières premières. Exception faite de certains distributeurs qui ne jouent pas le jeu, le vrac allège la facture. Il incite à la découverte. Autre avantage, acheter en petite quantité donne l'occasion de tester des produits dont l'achat n'irait pas de soi, mais qui sont plus sains et plus durables, notamment certaines céréales et légumineuses comme l'épeautre et le sarrasin. L'astuce en plus, les emballages écolos. Lorsqu'on achète en vrac, la question du conditionnement des aliments se pose. Comment peut-on, une fois à la maison, les ranger et les conserver sans qu'ils s'abîment ? Premier geste, mettre les denrées sèches dans des bocaux en verre. Pour les légumes, il suffit de les ranger dans des sacs réutilisables en coton ou dans un tote bag. Pour recouvrir un plat ou emballer un sandwich, le bivwrap, tissu recouvert de cire d'abeille, est une alternative au film alimentaire. Enfin, pour la baguette du matin, il suffit de l'emballer dans un torchon propre. Les jeunes changent la donne à l'Académie du Climat, lieu d'engagement, d'action, de formation et de création. L'Académie du Climat, Paris Centre, accompagne les jeunes dans leurs initiatives pour relever les défis climatiques. Reportage. C'est mercredi et les élèves inscrits au centre de loisirs de l'école Félix Faure, dans le 15e arrondissement, ont rendez-vous à l'Académie du Climat. Un atelier réemploi leur a été concocté par Mirabel, médiatrice de ce nouvel espace ouvert en septembre dans l'ancienne mairie du 4e. À destination des scolaires et de tous les jeunes entre 9 et 25 ans, mais aussi pour le grand public, l'Académie du Climat propose des ateliers pratiques, des expositions et des rencontres thématiques. L'idée du lieu est vraiment partie des marches des jeunes pour le climat en 2019, explique Mirabel. Il a été élaboré avec des associations de jeunes. Si l'Académie du Climat existe, c'est pour eux et grâce à eux.
Accompagnés par Bruno, leur animateur, Ismaël, Maya, Léo, Inès, Salomé, Andreas et leurs petits camarades âgés de 6 à 11 ans se pressent dans l'escalier d'honneur. Rebaptisé escalier des degrés, il figure la montée des températures depuis les années 60. Pour cet atelier, leur a été donné la consigne de rapporter de chez eux des textiles destinés à finir à la poubelle. La séance commence. À quoi est dû le réchauffement climatique demande Mirabel. C'est à cause de la pollution, lance Maya, et aussi des fumées des usines qui provoquent l'effet de serre, enchaîne Andreas. Mirabel écoute, reformule, explique. Savez-vous que l'industrie du textile est le deuxième plus gros pollueur de la planète? Au lieu de jeter, on peut donner ou transformer, énonce la médiatrice qui dévoile le thème du jour. Nous allons créer une pochette à goûter avec les tissus que vous avez rapportés. La sensibilisation aux questions environnementales est déjà amorcée à l'école. Ici, les enfants approfondissent leurs connaissances, bénéficient de matériel et sont face à un personnel expert, précise Bruno. L'animateur envisage d'ailleurs de créer une série de rendez-vous sur l'année avec l'Académie du climat. Il pourra compter sur l'un des 10 médiateurs de l'Académie chargés des ateliers pratiques. Ateliers, parcours, agenda. Pour le grand public, l'Académie propose le soir et le week-end des ateliers pratiques autour de 9 enjeux majeurs: alimentation, bâtiment, consommation, mobilité, nature et biodiversité, citoyenneté, eau, énergie et adaptation au changement climatique. Conférences, débats et tables rondes sont aussi organisés toute l'année. Voir l'agenda en ligne. Pour les groupes et les classes, des parcours pédagogiques sont proposés aux jeunes de 9 à 15 ans sur ces 9 thématiques. Ces parcours se composent de 4 demi-journées d'ateliers et débouchent sur un projet collectif. Rendez-vous de place Baudoyer, Paris Centre, et plus d'infos sur le site www.academieduclimat.paris. Démêler le vrai du faux sur le compost. Accusé de sentir mauvais ou encore d'être incompatible avec la vie en appartement, le compostage récolte son lot d'idées reçues. Vrai ou faux, on fait le tri. Pas de compost sans jardin. Faux. Un balcon, une terrasse ou une cuisine peuvent accueillir un lombricomposteur, demande à faire auprès de sa mairie d'arrondissement. Ce bac, divisé en plusieurs plateaux, contient des vers de terre qui vont se nourrir de déchets organiques. Il est également possible de déposer ces biodéchets dans des composteurs de quartier et en pied d'immeuble ou même, depuis septembre 2020, sur les marchés. Les déchets diminuent. Vrai. Composter ces biodéchets permet de recycler les rebuts de cuisine et de jardin tout en produisant de l'engrais pour ces plantes. Cela permet en outre de diminuer jusqu'à 80 kg par an ces déchets, à savoir une tonne de déchets organiques peut se transformer en 150 à 250 kg de compost. Pas besoin d'être maître composteur pour s'y mettre. Vrai, tous les habitants peuvent composter leurs déchets organiques dans un bioseau et les déposer dans un compost en pied d'immeuble, de quartier, sur les marchés ou dans une borne expérimentale. De même, le lombricompostage à domicile est ouvert à tous. En revanche, l'installation d'un composteur de quartier nécessite plusieurs démarches: réunir les volontaires en association, identifier un site, obtenir l'accord de la mairie d'arrondissement. Une fois ces conditions réunies, un maître composteur effectue un diagnostic qui, s'il est probant, aboutit à la mise en place de l'équipement. Le compost sent mauvais. Faux. Bien entretenu, il ne génère ni nuisances olfactives ni insectes. Les rares mauvaises odeurs signalent un manque d'aération ou un excès de matière azotée. Si le compost sent l'œuf pourri, il faut le brasser et éventuellement ajouter des coquilles d'œuf ou du bicarbonate de soude. Si l'odeur se rapproche de l'ammoniac ou du soufre, il y a trop de déchets verts. La matière sèche, feuilles mortes, marc de café, viendra rééquilibrer le mélange. L'humus récolté est un excellent engrais. Vrai, le compostage reproduit en accéléré le processus naturel de fabrication de l'humus de nos forêts grâce au travail des micro-organismes, bactéries, champignons et des petits invertébrés, vers, colamboles, cloportes. Les matières biodégradables se transforment en compost au contact de l'air et de l'humidité. Cette matière proche du terreau et riche en minéraux, elle peut être utilisée comme fertilisant pour le jardin ou les plantes d'agrément. Le tri, c'est compliqué. Faux. Avec un peu de bonne volonté, on devient vite incollable sur les déchets à composter ou non. Retenons que toutes les épluchures, les restes alimentaires sans sauce, les coquilles d'œufs écrasées, le thé et le marc de café peuvent aller au compost. Même direction pour les fleurs fanées, les feuilles mortes et les plantes d'intérieur. Évitez juste le pain et les produits laitiers. Les protéines animales vont attirer les rongeurs et générer de mauvaises odeurs. Les agrumes, l'ail et l'oignon ne feront pas bon ménage non plus avec les lombricomposteurs. Les Parisiens
compostent peu. Vrai et faux. Près de 900 immeubles sont équipés d'un site de compost partagé. Quelques 300 lombricomposteurs collectifs sont installés dans les jardins ou les cours de copropriété. Et plus de 4000 lombricomposteurs individuels ont été distribués aux volontaires qui ont manifesté un intérêt pour ce dispositif. Les moyens sont à disposition des Parisiennes et des Parisiens qui souhaitent composter. Il n'y a plus qu'à se lancer. 223 écoles primaires parisiennes sont équipées d'un composteur. Chaque mois, une classe se charge du projet. Les élèves emportent à la maison leur bioseau qu'ils vident à l'école une fois par semaine. Les déchets de préparation des repas de la cantine et les restes des déjeuners ou des goûters alimentent également le composteur. Témoignage de Lara, résidente du 12e arrondissement, collecte ses déchets alimentaires dans un bac marron fourni par la ville de Paris. Depuis quand utilisez-vous la poubelle marron chez vous ? Quand j'ai emménagé dans la copropriété, cette poubelle était peu utilisée, reléguée au fond de la cour. Je me suis investie au conseil syndical en 2019, j'avais envie que cela change. Alors, j'ai sensibilisé mes voisins aux consignes de tri. J'ai utilisé les flyers et les affiches de la ville pour expliquer comment cela fonctionne. Résultat, les résidents trient et apprécient l'initiative. Est-ce contraignant au quotidien ? Tout ce qui est organique va dans le bac marron, les restes alimentaires, les épluchures, le café moulu. Contrairement au compost classique, on peut y jeter de la viande. L'été, il faut juste sortir la boîte tous les 2 jours pour éviter les mouches. Et nous avons organisé un lavage régulier des poubelles marron de la copropriété pour que les mauvaises odeurs ne se développent pas. Qu'est-ce qui a changé ? Nous sommes passés d'une poubelle verte à 3 poubelles, avec le container jaune prévu pour les emballages et le marron pour les déchets alimentaires. Les déchets non recyclables ont nettement diminué. Des commerçants prêts à vous ouvrir leur robinet. Se désaltérer facilement dans les rues de Paris tout en luttant contre l'usage des bouteilles en plastique, c'est la bonne idée de l'opérateur Eau de Paris qui veut rassembler plus de 500 enseignes prêtes à remplir gratuitement les gourdes des Parisiens d'ici le printemps prochain. Passer la porte d'un commerce pour y remplir sa gourde gratuitement, bientôt un réflexe, entrer dans les mœurs parisiennes, c'est en tout cas le vœu de la régie Eau de Paris. Pour calmer les soifs intempestives et rendre plus accessible un bien commun universel, l'opérateur public chargé de la production et de la distribution de l'eau a lancé à la mi-octobre l'opération « Ici, je choisis l'eau de Paris ». L'idée est de créer un réseau de commerçants prêts à remplir gratuitement les gourdes des riverains. Plus d'un Parisien sur 2 boit de l'eau en dehors de son domicile et près de 3/4 des touristes achètent des bouteilles en plastique lors de leur séjour. L'initiative vise à généraliser l'usage de la gourde au détriment du contenant en plastique recyclé qu'une fois sur 2. Les quelques 1200 fontaines et points d'eau disséminés dans les rues, squares, jardins et bois de la capitale constituent une première réponse à cet accès à l'eau hors de chez soi. Étape suivante, consolider le réseau de commerçants. Eau de Paris compte en réunir près de 500 d'ici à avril 2022. Pour rejoindre le réseau, le commerce volontaire s'inscrit auprès de la régie municipale d'eau potable. Il reçoit un autocollant bleu « Ici, je choisis l'eau de Paris, je remplis ma gourde » à poser sur sa vitrine. Ce sticker indique qu'il est possible de pousser la porte de l'enseigne juste pour recueillir de l'eau du robinet, sans obligation d'achat. Une carte en ligne localisera dès janvier 2022 toutes les adresses participantes. À Londres, l'opération semblable Refill London a mobilisé 274 000 points de recharge et évité l'achat de plus d'1 million de bouteilles en plastique. Opération zéro plastique dans le 10e arrondissement. Près de 50 restaurants et 10 magasins du 10e se sont lancés le défi de proposer des repas à emporter sans déchets plastiques. Avec le projet Paris 10 s'emballe, né en juin dernier, les emballages jetables sont remplacés par un contenant durable à réutiliser et à ramener dans les 30 jours. Financé par le budget participatif, ce projet a permis l'achat de 10 000 emballages en verre, un challenge de taille pour faire face aux 15 tonnes quotidiennes de déchets dus à la restauration rapide. Retrouvez les commerçants partenaires sur l'application GreenGo. Les bonnes consignes pour faire son tri dans le bac jaune, tout d'abord bien vidé et en vrac, papier, emballage et briques en carton, emballage en métal, bouteilles et flacons en plastique, tous les autres emballages en plastique et métal comme l'acier et l'alu. Dans le bac blanc, bien vidé, bouteilles, bocaux, pots en verre. Dans le bac marron, dans un sac compostable et transparent, les déchets alimentaires. Attention, ce bac marron est disponible uniquement dans les 2e, 12e et 19e arrondissements. Dans le bac vert, ce qui reste après avoir fait le tri.
Découverte à découvrir dans vos quartiers, le Philanthrolab, Quartier Jeune, notre café Marais, le musée des égouts. Au Philanthrolab, on cultive le don et la bienveillance. Lauréat du concours Réinventer Paris, le Philanthrolab s'est installé en octobre dernier dans l'hôtel de la Bûcherie, dans le 5e, fraîchement rénové. Les 2000 mètres carrés sont désormais consacrés à l'essor de la philanthropie, avec notamment un programme d'incubation et des salles de coworking pour les acteurs du secteur. Situé près de l'ancien port aux Bûches, où les Parisiens du Moyen-Âge s'approvisionnaient en bois de chauffage et de construction, le Philanthrolab a pris ses quartiers dans un hôtel particulier du XVe siècle. Le lieu était à l'époque un endroit où l'on faisait la charité. On y accueillait les nécessiteux à qui l'on distribuait de la viande salée, bouillie et avariée. Les temps ont fort heureusement bien changé et la philanthropie a pris ses lettres de noblesse. Avec le Philanthrolab, premier incubateur du genre, le lieu revendique la bienveillance et le don pour tous, en temps ou en argent. Donner en meilleur, lit-on dans les salles et sur la superbe terrasse du dernier étage qui jouxte Notre-Dame. Rooftop végétalisé, étage aménagé en salle de coworking et de réunion, studio média autonome, les associations hébergées ou intégrées au programme d'incubation bénéficient d'un espace de travail rêvé dans un lieu chargé d'histoire. Le lieu accueille des organismes à but non lucratif et soucieux de l'intérêt général, à l'image de l'association Chaud la Vie, qui lutte contre le décrochage scolaire en œuvrant pour le bien-être des jeunes et de la communauté éducative. Incubateur, espace de coworking et de conseil, Philanthrolab favorise la mise en réseau des résidents qui bénéficient d'une expertise en financement et en développement de projets. Les locaux sont gratuits ou se louent à petit prix. Quant au programme d'incubation, il s'intègre sur dossier après présentation devant un jury et candidature à un appel à projet. Toutes les causes sont bonnes. On exclut juste la religion et la politique, explique-t-on. Conférences, tables rondes, ateliers, le but est de permettre l'émergence d'un écosystème bienveillant et vertueux pour éveiller les consciences à la générosité, avec en creux l'idée que tout le monde peut donner et aider à la hauteur de ses moyens. Rendez-vous au 15 rue de la Bûcherie, dans le 5e. Plus d'infos sur le site www.philanthro-lab.org. QJ, le nouveau QG des jeunes à Paris. Quartier Jeune, lieu d'accompagnement et de rencontre pour les 16-30 ans, est ouvert depuis septembre en face du Louvre. Sur place, des professionnels répondent aux questions des jeunes sur des thématiques liées à l'emploi, à l'orientation et à la santé. À Cugy, les couleurs acidulées côtoient le marbre blanc de l'ancienne mairie du 1er arrondissement. Derrière sa façade majestueuse, le bâtiment regorge de vitalité. Depuis septembre, il est transformé en un lieu spécialement dédié aux jeunes franciliens et franciliennes. À peine passé le pas de la porte que déjà le ton est donné. Baby-foot, moquette et coussins au sol. Les locaux offrent un cocon chaleureux à quiconque souhaite en franchir le seuil. Comme les autres anciennes mairies de Paris-Centre, transformées à tour de rôle en Académie du climat dans le 4e ou en Fabrique de la solidarité dans le 2e, les anciens bâtiments administratifs, voisins du Louvre, ont trouvé une nouvelle vocation et un nouveau public. Besoin d'un conseil, c'est au QJ qu'il faut se rendre. À l'étage, quartier emploi, quartier évasion ou encore quartier santé, de nombreux professionnels sont présents pour répondre aux questions des jeunes. Le Centre d'information et de documentation jeunesse, CIDJ, y a ouvert ses bureaux pour accompagner les étudiants, les jeunes en recherche d'emploi et autres dans leur démarche, du mardi au vendredi sans rendez-vous. À partir de février, on met en place des ateliers de recherche, des jobs d'été, avec la création de CV, la préparation aux entretiens, explique Carole Acapco, la responsable de communication. En dehors de ces temps forts, des ordinateurs sont mis à disposition des jeunes pour étudier ou encore travailler en groupe. Au QJ, la bienveillance et l'écoute sont de mise. Dans les couloirs du quartier santé, le point d'accès aux droits des jeunes, PA des jeunes, tient des permanences. Juristes, avocats et psychologues offrent des conseils personnalisés et gratuits. Ce réseau de professionnels permet aux jeunes d'avoir un suivi complet et sans rendez-vous. La mission locale de Paris y anime aussi un point Paris Emploi pour aiguiller les jeunes en alternance ou en recherche d'emploi. Autant de rencontres et d'échanges constructifs pour leur avenir. Rendez-vous aux 4 places du Louvre, Paris Centre et toutes les infos sur qj.paris.fr. Dans le Marais, un café associatif tenu par de jeunes autistes. L'ancienne caserne des Minimes à Paris-Centre abrite l'adresse gourmande Notre Café Marais où de jeunes autistes servent et préparent les repas accompagnés de leurs encadrants.
Coup de feu à notre café Marais. Midi passé, la file de clients dépasse le seuil. On se dispute les places en terrasse pour profiter des rayons du soleil d'automne. Bonjour, que voulez-vous ? Élie, 17 ans, le regard concentré derrière la tablette de la caisse, sélectionne sur l'écran les images correspondantes aux boissons et plats commandés. À ses côtés, Camille, orthophoniste, supervise la tâche du jeune garçon. Il traduit ensuite les commandes en pictogrammes qu'il scratche sur un support pour ses collègues en cuisine et au bar. Comme Gabriel au service, Steve et Saïd à la préparation des plats et Raphaël préposé aux boissons. Élie est autiste avec un retard cognitif. Tous sont suivis à l'Institut médico-éducatif Cours de Venise, à 2 pas de là. Aidés de leurs encadrants spécialisés et d'une chef, ils assurent depuis juin les services dans ce nouveau café-restaurant aménagé dans l'ancienne caserne des Minimes. En 2014, lors de la concertation sur l'avenir de cette ancienne caserne de gendarmes, Laurence Méloul, la directrice de l'IME, défend le projet d'un café associatif. Elle imagine un lieu passerelle pour les jeunes autistes, de manière à ce qu'ils puissent se faire un CV, travailler des compétences paraprofessionnelles et des habilités sociales comme se présenter et communiquer. Des tons pastels, une décoration épurée, une acoustique conçue pour diminuer le bruit et une salle pour s'isoler des stimulations. Les locaux ont été conçus pour ces jeunes porteurs de TSA, troubles du spectre autistique. Le café devient alors un outil pédagogique. Ici, ils ne sont pas juste des personnes handicapées, ils ont un rôle social. Ils servent et préparent des repas, souligne Laurence Méloul. Une adresse à vocation sociale donc, mais pour les habitués du coin ou les gourmands de passage, c'est avant tout un lieu où l'on a plaisir à s'arrêter pour la qualité de la cuisine comme du service, en atteste la réussite de leur café. Le Café Marais est ouvert de 8h30 à 15h du mardi au vendredi. En bref, faites du sport avec Paris Sport Handicap. De nombreuses activités sportives sont proposées aux personnes handicapées par le dispositif Paris Sport Handicap. Pour s'inscrire, contactez la direction de la jeunesse et des sports par mail nicolas.jacob@paris.fr qui vous orientera vers le comité départemental de sport adapté de Paris ou le comité départemental handisport de Paris. Le 114 pour les sourds et malentendants. Le 114, numéro national d'urgence, permet aux personnes sourdes et malentendantes d'alerter les services de secours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce numéro est unique, gratuit et accessible par visiophonie depuis un smartphone avec l'appli 114, depuis un ordinateur via le site www.urgence114.fr et par SMS au 114. Nouvelle règle pour le stationnement handicapé. Les automobilistes handicapés doivent désormais être munis d'un ticket virtuel Handi. Cette mesure s'ajoute à la présence de la carte mobilité inclusion mention stationnement ou la carte européenne de stationnement. Pour les résidents parisiens, le véhicule doit être référencé dans Handisat, en ligne ou par courrier. Pour les non-résidents ou les non-référencés, le ticket Handi peut être obtenu via les applications mobiles de paiement ou sur les horodateurs. Les égouts de Paris, de l'ombre à la lumière. À l'occasion de la réouverture du musée des égouts de Paris dans le 7e, plongé au cœur de secrets enfouis sous le pavé parisien. Et vous, le saviez-vous ? Les égouts parisiens datent de l'époque haussmannienne. Nommé par le préfet Haussmann, l'ingénieur Eugène Belgrand, 1810-1878, s'attaque dès 1852 au problème de l'approvisionnement en eau et à celui de l'évacuation des eaux usées qui prennent de l'ampleur avec l'augmentation de la population. Le système naît en 1860. En 1867, la visite des égouts est ouverte pour l'exposition universelle et se fait alors en canotier. Dès 1894, la loi du tout à l'égout oblige les propriétaires à raccorder leurs immeubles au réseau qui s'étend sur 964 km. Avant cela, quelques rigoles d'évacuation avaient été construites, mais ne constituaient pas un dispositif d'écoulement et de distribution. Le tout premier égout voûté et maçonné a été construit rue Montmartre en 1370 par le prévôt Hugues Aubriot pour lutter contre l'insalubrité. Sous vos pieds, bateaux, vannes et camions de pompage s'activent au quotidien. On compte 270 égoutiers à Paris au sein du service technique de l'eau et de l'assainissement. Leur mission, entretenir et curer les égouts, assurer la maintenance des vannes et des usines de pompage. Grâce à leur intervention quotidienne, ils permettent aux eaux usées de s'écouler vers les stations d'épuration de l'agglomération parisienne. Avec les techniciens, les surveillants de travaux et les ingénieurs du service,
Ils garantissent le bon état du réseau et la protection de la Seine. Pour curer les matières qui se déposent dans les canalisations, les égoutiers utilisent des bateaux-vannes qui poussent le mélange de sable et de matières lourdes dans des fosses. Des camions de pompage aspirent ensuite cet ensemble. 2676 kilomètres de souterrain. Une ville sous la ville. 2676 kilomètres de souterrain composent les égouts de Paris. Des plaques de rue sont positionnées aux angles de chaque galerie. Près de 18 000 bouches d'égout permettent d'y accéder. Le réseau collecte dans un même tuyau les eaux usées et pluviales qui s'écoulent naturellement avec la gravité. L'ouvrage historique de l'ingénieur Belgrand a été modernisé avec un complexe de régulation automatisé. Par ailleurs, des échangeurs thermiques permettent d'extraire la chaleur des eaux usées domestiques, comprises entre 13 et 20 degrés, et de la transformer en énergie de chauffage, géothermie. La mairie et 2 écoles du 11e arrondissement ainsi qu'une piscine du 14e bénéficient de cette technique. 900 000 mètres cubes d'eau sont évacués chaque jour. Près de 240 millions de kilomètres cubes d'eau usée provenant des toilettes, de la vaisselle, de la douche et des activités humaines sont collectés via ce réseau souterrain chaque année. Les eaux de pluie s'y infiltrent également. Les égouts garantissent ainsi la salubrité et la propreté de Paris, préviennent les inondations et préservent la qualité de l'eau de la Seine. Le réseau évacue chaque jour 900 000 mètres cubes d'eau et 10 000 mètres cubes de déchets solides. À noter qu'il abrite également les réseaux d'eau potable et non potable, ainsi que certains concessionnaires comme les réseaux de communication. Un crocodile aurait vécu dans les égouts parisiens. Le 7 mars 1984, le service des égouts appelle les pompiers. Un animal suspect a été aperçu sous la rue du Pont-Neuf dans le 1er arrondissement. Dépêchés sur place, les pompiers capturent une créature de près de 80 cm de long qu'ils conduisent à la ménagerie du Jardin des Plantes dans le 5e. Après examen, le vétérinaire de la ménagerie conclut qu'il s'agit d'un crocodile du Nil. L'expert affirme aux journalistes qu'il interroge que l'animal aurait pu vivre 1 à 2 mois dans les égouts en se nourrissant de rats et de déchets alimentaires. Baptisé Éléonore, le reptile est par la suite transféré à l'aquarium de Vannes, dans le Morbihan, où il est installé dans une réplique d'un égout parisien. Il a finalement quitté la Bretagne pour rejoindre la ferme aux crocodiles de Pierrelatte, dans la Drôme. En mai dernier, Éléonore s'est éteinte. Elle mesurait alors plus de 4 mètres de long pour près de 200 kilos et était âgée d'une quarantaine d'années. Plus d'infos sur musée-du6 égouts au pluriel.paris.fr. Portrait Mousse Amokrane de Zebda à FGO Barbara. Au cœur de Barbès, dans le 18e, le centre FGO Barbara allie programmation artistique et soutien à la filière culturelle. Mousse Amokrane, ex-membre du groupe Zebda, en est le directeur artistique depuis janvier 2019. Dès le hall d'entrée, l'espace aéré du FGO Barbara donne envie de flâner autour d'un thé ou derrière les vitres ensoleillées en profitant de l'exposition du moment musulmane du monde. Une ambiance zen et calme qui détonne avec le brouhaha du quartier de la Goutte d'Or. Quand on l'interroge sur son rôle de directeur artistique, Mousse sourit. La direction artistique d'un projet, quel qu'il soit, c'est de travailler sur son état d'esprit. Mon rôle, c'est de participer à l'état d'esprit du lieu. Je dispose pour cela d'un outil formidable de 1500 mètres carrés en plein cœur de Barbès, un quartier historiquement populaire. Lieu de diffusion, de répétition et d'apprentissage, le FGO Barbara est une salle de concert bien sûr, mais aussi un lieu de vie et d'échange. Les associations peuvent accéder aux salles de pratique du premier étage, tandis que les artistes amateurs ou professionnels ont à disposition les studios de répétition du deuxième ou un pôle de création artistique travaille à l'année avec des artistes lauréats de dispositifs de soutien, ce qui leur permet de bénéficier de conseils et d'une expertise. J'ai la chance d'être épaulée par une équipe formidable, de la direction au personnel. Ce sont des professionnels en recherche constante d'une cohésion avec le territoire et ses habitants, car son rôle, Mousse le sait, s'intègre à la vie du quartier. Association, bar, restaurant, bibliothèque ou même le café social où j'ai fait des ateliers avec les Chibani, cheveux blancs, en arabe maghrébin, note de la rédaction, un public âgé. Aider les gens à trouver des solutions pour organiser un événement, rechercher une programmation, du matériel ou un lieu de répétition fait partie de la vocation de FGO. On n'est pas des travailleurs sociaux, mais on propose une expertise culturelle en lien avec les acteurs du territoire et la mémoire du quartier. Un lieu comme FGO Barbara participe à l'accès à la culture, qui est l'un des ingrédients fondamentaux de la démocratie. Parité homme-femme, culture pour tous et mémoire de l'immigration sont autant de
thèmes que l'on retrouve dans une programmation éclectique et une action culturelle qui ne perd pas de vue son public. Ce qu'on veut, c'est être ancré dans le quartier tout en étant ouvert aux autres. Agis dans ton lieu, pense avec le monde, écrivait Édouard Glissant, poète martiniquais décédé à Paris en 2011. Une devise que le FGO Barbara a fait sienne et qui résonne à Barbès et au-delà. Toutes les informations sont à retrouver sur le site www.fgo-barbara.fr. Rencontre avec Laurent Decouick. Le photographe Laurent Decouick s'empare des toits de Paris qu'il présente sous forme de 8 panoramas spectaculaires, 4 prises de vue le matin et 4 le soir. Panorama sur les toits de Paris, mais 8 points de vue s'étendent sur 18 mètres de long. Votre livre est-il vraiment un livre, Laurent Decouick ? Cela s'appelle un Leporello, du nom du valet de Don Giovanni dans l'opéra de Mozart, qui présente la longue liste des conquêtes de son maître plié en accordéon. Dépliés, les 8 points de vue photographiques s'étendent sur 18 mètres de long à manipuler délicatement. Et comment avez-vous choisi les points de vue ? J'ai fait un mois de recherche, mais j'ai été contraint par les restrictions de la crise du Covid. Il y a des points de vue classiques depuis Montmartre ou les toits des Galeries Lafayette, d'autres plus inédits comme celui où l'on voit Beaubourg. Il y a aussi cette photo où je suis sur un immeuble en travaux sur lequel personne n'ira jamais. C'est le jour où le nuage de sable du Sahara est passé sur la France, d'où les photos un peu jaunes. Quelque chose d'étonnant dans ce Paris vu des toits ? Ce qui est fascinant quand on regarde d'en haut, c'est le calme. J'ai souvent eu le sentiment que la ville n'était que pour moi, comme un cadeau qu'on me faisait. Un endroit préféré dans Paris ? J'adore le centre Pompidou, prouesse architecturale audacieuse en total contraste avec son environnement. On dirait un vaisseau spatial posé en plein Paris. Je recommande la vue que l'on a depuis ces galeries. Les couchers de soleil y sont magiques. Toits de Paris de Laurent Decouick aux éditions Chênes, un livre de 120 pages, 39,90 €. Kiosque à bicyclette, Paris et ses environs en un coup de pédale. Les bords de Seine au coucher de soleil, la vallée de Chevreuse, une excursion à Versailles en traversant les bois. Ce guide compile 20 balades classées par niveau de difficulté qui sillonnent la ville ou la campagne. Petit plus, l'itinéraire est téléchargeable sur votre téléphone. Balade à vélo, Paris et ses environs, de Marjolaine Coche aux éditions Hachette. Collection Un grand week-end à 160 pages, 9,90 €. Mythiques, ils ont soufflé le vent de l'anticonformisme. Le style de vie bohème est, selon Balzac, au-dessous de la fortune, mais au-dessus du destin. Picasso à Montmartre, Duras à Saint-Germain-des-Prés, Modigliani à Montparnasse. La détestation du conformisme bourgeois est le liant de ces rebelles emblématiques. Un mythe est né, popularisé par le cinéma et indissociable des quartiers de Paris qui l'ont vu s'épanouir. Paris Bohème 1830-1960 de Bertrand Matteau, édition Parigramme, 128 pages pour 19,90 €. Podcast Atmosphère, un quart d'heure à Paris. Chanter en plein brushing aux Olympiades, gratouiller des chats aux Batignolles, flâner aux aurores sur le marché de la place des Fêtes, tanguer sur le bateau des éboueurs de la Seine. Cette série de podcasts vous propose une plongée audio dans la vie des quartiers parisiens, une déambulation à la rencontre de celles et ceux qui en font l'atmosphère. Tribune, groupe Paris en commun, Rémi Féraud, président du groupe. Lutte contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique, agir encore plus vite et plus fort. Aujourd'hui, chacun connaît l'urgence à agir en matière de transition écologique et sociale pour lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. En la matière, la ville de Paris agit avec volontarisme. Et cela ne date pas d'hier. Depuis 20 ans, nous avons créé les voies de bus en site propre, développé les pistes cyclables, mis en œuvre Vélib. Nous avons construit le tramway sur les boulevards des Maréchaux qui arrivera prochainement à la Porte Dauphine. Nous avons aussi réservé les voies sur berge, rive gauche, puis rive droite, aux piétons et vélos. Toutes les mesures prises ces dernières années portent leurs fruits puisque nous constatons une baisse de près du quart des émissions de gaz à effet de serre à Paris. Aujourd'hui, face à l'accélération du dérèglement climatique, nous voulons aller plus loin, raison pour laquelle nous verdissons encore davantage l'espace public avec la création de cours oasis dans nos écoles ou encore la plantation de 170 000 arbres avec des projets de forêt urbaine, dont la première verra le jour place de Catalogne à Montparnasse. Nous développons l'agriculture urbaine avec 17 nouveaux projets pariculteurs, luttons contre la pollution avec la réduction de la vitesse à 30 km/h et l'installation de radars sonores. Nous organisons aussi la sortie du plastique dans la restauration collective municipale et mettons en œuvre une stratégie zéro déchet
pour éviter le gaspillage et recycler plus et mieux. Nous créons une Académie du climat qui s'adresse aux jeunes de 9 à 25 ans pour leur donner les moyens de se former sur les défis climatiques. Le 6 octobre dernier, l'action de Paris a d'ailleurs été saluée par l'ONU puisque la ville a été désignée lauréate du Global Climate Action Awards 2021, prix qui récompense les actions les plus innovantes en matière de lutte contre le changement climatique dans le monde. Ensemble, continuons à agir concrètement pour que Paris atteigne la neutralité carbone en 2050. C'est un objectif exigeant mais crédible que nous sommes résolus à atteindre. Le groupe Paris en commun a retrouvé sur Twitter et Facebook @groupe PEC. Groupe Changer Paris, la ville s'enfonce dans une révision bâclée du PLU. Le prochain plan local d'urbanisme, le PLU bioclimatique, doit être le plus proche possible du quotidien des Parisiens. Il est déterminant quant à la manière dont ils vont se projeter ou non dans notre ville ces prochaines années. Nous avons 3 ans pour effectuer cette révision. Le précédent PLU avait demandé le double en 2006. Résultat de cette précipitation, un simulacre de concertation destiné à s'acheter une conscience verte plutôt qu'un véritable projet de ville structurant construit avec et pour les habitants. L'exécutif a beau créer une énième conférence citoyenne, les bases d'une consultation de qualité n'y sont pas. Manque de formation des conseillers de quartier, habitants peu écoutés, propositions des associations non prises en compte. Le groupe Changer Paris avait pourtant alerté la maire et son premier adjoint sur la trop courte période de concertation dédiée au diagnostic, ne donnant pas assez de temps pour mobiliser correctement tous les acteurs. Nous avions demandé un prolongement de cette période dans l'intérêt de la concertation, mais l'exécutif est resté sourd à notre demande. Pour la suite de la révision du PLU, nous restons vigilants et portons un urbanisme en faveur des Parisiens pour une ville moins dense, plus attractive, mieux végétalisée, respectueuse du patrimoine et à l'appui d'une réelle mixité sociale, commerciale et fonctionnelle. Les projets à développer sur du foncier encore disponible, comme Bercy-Charenton dans le 12e arrondissement ou Masséna-Bruneseau dans le 13e, sans oublier la Tour Triangle dans le 15e, qui fait l'objet d'une enquête préliminaire, doivent s'inscrire dans un urbanisme à taille humaine, de rue et non sur dalle, pour attirer de nouveau les classes moyennes, les jeunes actifs et les familles, ceux-là même qui, par milliers, quittent chaque année Paris. Mobilisons-nous ensemble. Pour le groupe écologiste de Paris, Fatoumata Koné, développons des modes de consommation responsables. En cette période de fête de fin d'année, particulièrement propice à des achats de produits neufs qui finissent trop souvent par être soit jetés, soit revendus sur des plateformes de commerce, nombre d'entre nous souhaitent consommer de façon plus éthique et responsable. L'âge de l'hyperconsommation dans lequel nous sommes entrés depuis les années 80 nous a menés dans une impasse à la fois d'un point de vue social et environnemental, en créant des besoins addictifs et inutiles et épuisant les ressources de la planète. Il est donc temps de changer de modèle économique et d'accélérer le développement de pratiques de consommation plus vertueuses, éco-responsables et solidaires. Acheter des produits de seconde main et faire réparer ses biens sont des pratiques adoptées par de plus en plus de Parisiennes et Parisiens. Cela permet de réduire la production de produits neufs ainsi que le volume de déchets générés et de prolonger la durée de vie des biens. Cela permet également de rendre accessible à des foyers modestes des équipements à bas coût. Or, si Paris compte 17 ressourceries généralistes et recycleries spécialisées qui sauvent plus de 3000 tonnes de vêtements, objets ou équipements de la poubelle, cela reste insuffisant au regard des 65 000 tonnes de déchets encombrants collectés chaque année. Il s'agit donc désormais de démultiplier les lieux dédiés au réemploi. Saisissons-nous de l'enthousiasme des Parisiennes et des Parisiens pour les modes alternatifs de consommation et encourageons le déploiement de ressourceries et de recycleries dans tout Paris. Groupe communiste et citoyen, Nicolas Bonnet-Ouladj, président du groupe, relocaliser la production pour mieux consommer. À Paris, la densité commerciale est particulièrement forte, mais la crise sanitaire a considérablement freiné l'activité et de nombreux commerces en subissent encore les conséquences. Le nombre de commandes par Internet ne cesse d'augmenter. Le quick commerce se développe à Paris au détriment de la sécurité du livreur ou de la livreuse et renforce la logique du toujours plus vite. Ces changements d'usage impactent forcément les petits commerçants, commerçantes, artisans, artisanes. Pour soutenir
les commerces qui tentent de résister à la concurrence déloyale de la grande distribution. Magasins ouverts 24 heures sur 24, drive piéton. La question des baux commerciaux est centrale. L'augmentation des loyers pousse à la faillite des petits commerces qui disparaissent et laissent place à l'installation de franchises ou chaînes. La proposition des communistes concernant la préemption des baux commerciaux, adoptée en juillet 2021 au Conseil de Paris, marque la volonté de la ville de lutter contre la mono-activité. Cela permet aussi de redynamiser les quartiers en favorisant l'installation de commerces en pied d'immeubles qui profitent à tous les Parisiens et Parisiennes. La ville fait le choix de promouvoir, valoriser et renforcer les savoir-faire parisiens, notamment sur des produits qui intègrent des critères éthiques, sociaux et environnementaux. Le label Fabriqué à Paris, créé il y a 5 ans à l'initiative du groupe communiste, est le point de départ vers un changement de société en profondeur. Consommer ce que nous produisons localement. En valorisant le travail des artisans, artisanes, il contribue à la transmission des savoir-faire et à redonner du sens au travail. Il permet aux Parisiennes et Parisiens qu'ils souhaitent de faire des choix de consommation plus responsables. Fabriqué à Paris, c'est aussi relever le défi environnemental de la réduction de la pollution en rapprochant le lieu de production du lieu de consommation. Groupe Génération, Nathalie Macquoy et les élus, merci aux travailleuses et travailleurs sociaux. Le rôle des assistantes et des assistants sociaux, des éducateurs et éducatrices spécialisés, instructeurs et instructrices de dossiers, agents et agentes d'accueil, agents et agentes administratifs des services sociaux a été particulièrement crucial durant la crise, comme celui de l'ensemble des professions médico-sociales, sans pour autant qu'ils et elles n'aient été reconnus comme professions essentielles. Dans un contexte où nombre de Parisiennes et Parisiens ont basculé dans la pauvreté, ils et elles assurent leur accompagnement quotidien, prennent en charge des besoins sociaux croissants et participent ainsi de manière déterminante à la réalité du lien social. Leur contribution au service public, garant de l'égalité et de la solidarité, est en ce sens essentielle. Plus que jamais, il s'agit donc de marquer la considération que nous portons aux travailleuses sociales et travailleurs sociaux et à leur engagement professionnel. Mettre en lumière celles et ceux qui sont trop souvent les invisibles de l'action sociale, valoriser leur métier, contribuer à l'amélioration continue de leurs conditions de travail, c'est aussi permettre aux Parisiennes et Parisiens de mieux les identifier, de savoir comment et dans quel cas elles et ils peuvent y recourir. C'est améliorer concrètement le quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Ce mandat est l'occasion d'engager une amélioration des conditions d'accueil et d'accompagnement de la diversité des publics dans nos services sociaux, autant que de s'employer à mieux former et à valoriser les emplois des travailleuses et travailleurs sociaux. Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook @élu-8e-8s Paris-Gênes ou bien sur élu.médian s génération.médian s Paris. Groupe indépendant et progressiste, Pierre-Yves Bournazel, Delphine Burkli et les élus du groupe Déchets et recyclage à Paris peut mieux faire. 80% à San Francisco, aux États-Unis, plus de 66% à Milan, en Italie et seulement 20% à Paris. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Paris se situe en retard par rapport à de nombreuses capitales européennes et mondiales. Pourtant, des solutions existent. Leur mise en place ailleurs a permis des progrès considérables. À titre d'exemple, à San Francisco, le tournant du recyclage au détriment de l'incinération, procédure encore utilisée pour 75% des déchets à Paris, permet de viser prochainement les 100% de déchets recyclés. À Milan, la valorisation des déchets permet leur conversion en électricité domestique pour plus de 130 000 familles. Attaché à une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et animé par un esprit d'innovation, le groupe indépendant et progressiste considère que la question de la gestion des déchets et du recyclage doit être appréhendée à l'échelle métropolitaine pour produire des effets à grande échelle et a fortiori à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 où le monde entier aura les yeux rivés sur la capitale de la France. Innovation technologique et nouvelles orientations stratégiques ainsi peuvent contribuer à une réduction et valorisation des déchets plus importantes, à un recyclage optimisé et amplifié. Dans cette optique, il faut renforcer les outils institutionnels créés récemment, comme le Paris Fonds Vert, et encourager les petites et grandes entreprises dans l'innovation, notamment grâce aux structures de l'économie sociale et solidaire mises à l'honneur durant le mois de novembre. Car une chose est sûre, plus l'amélioration de la gestion des déchets sera rapide, plus elle constituera une amélioration concrète des conditions de vie des Parisiennes et des Parisiens. Groupe Modem, démocrate et écologiste avec Maud Gattel et les élus du groupe, Paris n'est plus une fête.
Le chiffre est tombé comme un coup près. Entre les rentrées 2020 et 2021, Paris a perdu 6000 écoliers, illustration de la désaffection des familles pour la capitale. Une ville qui se vide de ses familles, c'est une ville qui se prive de la promesse de sa jeunesse, du dynamisme dans ses quartiers, d'une baisse de la consommation dans ses commerces. Bref, c'est une ville qui se meurt. La crise Covid n'a été qu'un élément amplificateur d'une tendance lourde à l'œuvre depuis plus de 10 ans. Chaque année, Paris perd 12 000 habitants. Or, on ne quitte pas une ville comme Paris par plaisir. On la quitte quand la vie devient trop difficile, du fait de logements exigus, d'un coût de la vie trop élevé, d'un manque criant d'espace de respiration, d'une bétonisation galopante, de déplacements rendus difficiles, mais aussi de problèmes récurrents de propreté et de sécurité. Non seulement Paris perd des habitants, mais elle peine à en attirer de nouveaux, car Paris ne fait plus rêver. 63% de Parisiens ne recommanderaient pas la capitale à quelqu'un souhaitant changer de région. Paris a profondément perdu en attractivité auprès de ce qui fait sa richesse, ses habitants. Face à ce quotidien qui n'a rien d'enchanteur, face au départ de sa population vers la petite ou la grande couronne et la province, il y a urgence pour Paris à revoir ses politiques et à redéfinir ses priorités. Nous ne nous satisfaisons pas de cette perte d'attractivité qui est indigne d'une ville comme Paris. Il est urgent de changer de cap. C'est tout l'engagement du groupe MoDem, démocrate et écologiste, mobilisé pour que la ville retrouve ses atouts, pour permettre aux familles d'y rester et de s'y sentir bien. Les bons plans à Paris, bénéficiez des avantages proposés par votre magazine à Paris. L'Odyssée sensorielle du Jardin des Plantes, voyager aux abords d'un lac salé du Kenya, dans les profondeurs de l'océan, sur la canopée de la forêt tropicale dans le Grand Nord, sous terre, voler avec les flamants roses, travailler avec les fourmis et nager avec les cachalots. L'exposition L'Odyssée sensorielle à la Grande Galerie de l'Évolution du Jardin des Plantes est une aventure immersive qui sollicite tous les sens et met en scène la beauté et la richesse de la biodiversité. Gagnez 2 des 10 places mises en jeu pour l'exposition L'Odyssée sensorielle à la Grande Galerie de l'Évolution du Jardin des Plantes jusqu'au 4 juillet 2022 en envoyant un mail avec vos coordonnées le mardi 11 janvier 2022 à inviteaparis@paris.fr. Le Grand Paris en 320 adresses. Il manquait un guide au Grand Paris pour se repérer et profiter de toutes les opportunités offertes par la métropole. C'est chose faite avec le guide des Grands Parisiens qui découpe la région en 10 grands quartiers comme la Petite Riviera ou l'Hypermuséum. Cet ouvrage mêle des cartes, des reportages, des interviews, des photos et une sélection de 320 adresses recouvrant de multiples thèmes: culture, économie sociale et solidaire, restaurants, etc. Pour remporter l'un des 3 exemplaires du guide des Grands Parisiens, édité par les magasins Généraux et Enlarge Your Paris, envoyez un mail avec vos coordonnées à inviteaparis@paris.fr le mardi 18 janvier 2022. Une histoire de la mode au Palais Galliera. Le Palais Galliera accueille dans ses nouvelles galeries l'exposition Une histoire de la mode, collectionnée, exposée au Palais Galliera, qui retrace l'histoire du palais et de ses collections. De la robe volante aux créations de Comme des garçons, le parcours dévoile une histoire qui va du XVIIIe siècle à nos jours, illustrée par les plus belles pièces du musée de la mode de la ville de Paris. Pour tenter de gagner 2 des 10 laissez-passer de l'exposition Une histoire de la mode, collectionnée, exposée au Palais Galliera jusqu'au 26 juin 2022, envoyez un mail avec vos coordonnées à inviteaparis@paris.fr le mardi 25 janvier 2022. Les Parisiens dans l'exode, de mai à juin 1940, 8 millions de personnes échappant à l'avancée des armées allemandes fuient par les routes dans un chaos inimaginable. Ce catalogue tiré de l'exposition éponyme raconte la fin brutale en quelques semaines traumatisantes d'une société pourtant bien organisée et porte la réflexion sur l'expérience des personnes réfugiées d'hier à aujourd'hui. Pour remporter l'un des 5 exemplaires du catalogue Les Parisiens dans l'Exode de 1940, édité par le Musée de la Libération de Paris, envoyez un mail avec vos coordonnées à inviteaparis@paris.fr le mardi 1er février 2022. 4 idées pour recycler votre magazine à Paris. Vous venez de terminer votre numéro et vous ne savez pas quoi en faire. Ne gâchez plus quelques idées pour réutiliser vos vieux magazines et faire ainsi du bien à votre ville et à la planète. Déco
Pour un atelier déco avec vos enfants, pensez à l'origami. Découpez et pliez les pages de votre magazine et fabriquez flocons, étoiles ou bonhommes de neige pour votre intérieur, votre sapin ou votre table de Noël. Emballage, à l'approche des fêtes de fin d'année, et plutôt que d'acheter du papier cadeau, emballez vos paquets avec les pages de votre magazine. Une solution originale et économique. Jardinage, l'hiver est là pour protéger vos pousses et jardinières du gel. Enveloppez-les avec le papier de votre magazine. Insistez bien au niveau de la terre, cela tiendra les racines au chaud jusqu'au printemps. Recyclage, recyclez votre magazine dans les poubelles jaunes. En effet, votre édition est faite à partir de papier recyclé et recyclable.